Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders RH qui impactent le monde du travail à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simonie Devecq. Aujourd'hui, DRH externalisés part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer. Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute! Aujourd'hui, je reçois Nico Blier-Silvestri, qui a exercé différentes fonctions de DRH à l'international, a créé une start-up et aujourd'hui exerce au sein d'un VC, fonds d'investissement. Nous sommes revenus sur la fonction RH au People, la feuille de route du premier People dans une start-up. On a aussi parlé de culture et de diversité et inclusion, sujet cher à Nico. Passionnant. Merci Nico pour ce partage et belle écoute. Hello Nico! Bonjour, Bienvenue sur mon podcast Connecting Leaders. merci de me recevoir. Donc là, on enregistre. Alors, moi, je suis en France et toi, tu es à Copenhague. Je suis à Copenhague, ouais, je suis à Copenhague, il fait 7 degrés ce matin. Alors déjà, Nico, je vais te demander de te présenter dans un premier temps. Qui es-tu, Nico? Alors, la présentation sous l'angle que tu souhaites. Donc Nico Blier-Silvestri, français, j'ai 44 ans dans 3 mois je crois. Marié, 2 enfants, j'habite à Copenhague, ça fait 12 ans que je suis à Copenhague. J'ai un background en termes professionnels, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai un background plus dans tout ce qui est opération, dans le sens large du terme. Ensuite, j'ai switché vers tout ce qui est people operation en passant par la case chasse de tête, recrutement, qui m'a ensuite passé en recrutement en interne au sein des entreprises. Et ensuite, j'ai grandi au sein des entreprises pour récupérer vraiment des responsabilités de leader sur tout ce qui est people operation. J'ai eu la chance d'avoir des postes de leadership en people operation dans Silicon au cours de ma carrière. Un peu DRH, Chief People Officer. Exactement, ouais. DRH, Chief People Officer, ouais. J'ai travaillé aux Pays-Bas pendant 1 an, j'ai travaillé en Inde pendant 4 ans, j'ai travaillé en Irlande pendant 2 ans. J'ai passé pas mal de temps aux US pour certaines des startups dans lesquelles j'ai travaillé. Et sur les 12 dernières années ici au Danemark, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans l'écosystème startup puisque j'ai travaillé à Trustpilot, à Falcon Social, à Unity, à Peakon, à Revolut. Et depuis 18 mois, presque 2 ans, ouais, c'est ça, je suis partenaire dans un Venture Capitalist Fund, un VC, ici à Copenhague, qui s'appelle Dreamcraft. Alors, juste pour le contexte, on s'est connus parce que tu avais créé une start-up. Exact. Juste avant de rejoindre les VC, j'ai été founder de Platypus, qui était une startup de HR Tech. On l'a eu pendant 3 ans et demi. On a levé des fonds 3 fois, de très beaux VC, hein, Speed Invest, Notion, etc., Inventure. On est monté jusqu'à 25 personnes. On avait un très beau produit qui s'occupait du problème de tout ce qui est culture d'entreprise. La boîte est encore vivante, elle s'appelle ValueBit. Nous, on n'avait pas pu lever des fonds, donc on a fait banqueroute. Elle est repartie sans nous il y a 2 ans de ça. Donc, tu as un parcours hyper riche, hyper international également. Donc, toujours des fonctions assez people et founder. Selon toi, à quel moment on devrait intégrer la fonction people? Ça, c'est une super question parce que c'est une question pour laquelle je me suis battu depuis 10 ans, plus de 10 ans. Et c'est une question qui est vachement relevante pour moi aujourd'hui dans mon rôle de partenaire à Dreamcraft parce que c'est des questions qu'on a avec toutes les startups. Nous, on fait des investissements en pre-seed seed, hein, donc très tôt. On est sur la phase, on a une idée, on est 3 personnes, on a une idée ou on a eu une idée, on a maintenant un peu de product market fit et on veut accélérer. Et les questions, c'est quand est-ce qu'il faut une personne pour faire du people ops. En général, c'est pas la priorité pour moi Non, c'est absolument pas la priorité parce que c'est encore perçu comme un cost plus que comme un investment. Moi, ensuite, j'ai plusieurs réponses par rapport à ça. La première réponse, c'est si la boîte va recruter entre 5 et 10 personnes sur l'année, déjà le coût il est sauvé. En recrutant une personne en interne qui soit capable de faire du recrutement. La première personne en People Ops dans une scale-up ou une start-up, pour moi, il faut que ce soit un petit peu une octopus, une pieuvre dans le côté positif de la chose. C'est-à-dire que c'est une personne qui est vraiment T-shape, une personne qui peut toucher plein de choses, que ce soit du employee branding, du onboarding, du recruitment, du retention, de travailler sur la culture, etc., avec une
super spécificité, un point super fort. Et en général, j'aime que ce soit le recrutement parce que quand on est entre 0 et 15 personnes, un mauvais recrutement, ça peut tuer une boîte, en fait. En gros, je leur dis, en général, les boîtes, si vous planifiez, si vous avez maintenant levé des fonds et que vous êtes capable de recruter entre 5 et 10 personnes, recruter une personne en interne. Alors après, moi, les coûts des salaires, je les connais plus en Scandinavie qu'en France, hein. Mais en gros, soit c'est le founder ou l'équipe founders qui va faire le recrutement et ça prend du temps et en général ils l'ont pas fait avant. C'est un métier qui est pas c'est marrant parce que c'est un métier où il y a beaucoup de gens, c'est facile le recrutement, jusqu'à ce que tu le fasses, en fait. C'est comme de dire, c'est facile de cuisiner, et puis ensuite, tu es dans la cuisine et tu loupes tes trucs. C'est un métier, c'est les choses, ça va te faire gagner du temps, gagner de l'argent. Moi, quand les founders me disent, ah bah non, mais les 10 personnes, on va les recruter nous-mêmes, j'ai souvent des questions parce que si tu penses que il faut focaliser ton temps là-dessus plus que faire d'autres choses sur monter ta boîte, je dis pas qu'il faut pas faire partie du recrutement. Je pense que le founder doit faire le dernier entretien. C'est un entretien culturel de voir la vision de l'entreprise, etc. Vraiment pre-onboarding de la personne. Mais pour moi, dès qu'on est sur recruter 5-10 personnes, ça y est, c'est le temps. Il faut le faire. Après, il y a aussi des boîtes qui construisent des produits de people tech ou HR tech. Là, je dirais dès le début, dès la première idée, parce que ça va être en fait avoir un subject matter expert en interne dans ta boîte. Et c'est quoi, selon toi, les premières actions, les premiers chantiers, s'il y avait une roadmap des 100 premiers jours? C'est vraiment alors revoir parce qu'en général les founders ont très peu d'expérience en recrutement ou planification ou organizational structure. C'est vraiment revoir quel est le hiring plan. On recrute quoi, quand, pourquoi, quels sont les coûts qui sont les salaires qui sont préparés pour ça. Revoir ça. Une fois que ça s'est fait, c'est vraiment la première pierre. La deuxième pierre, c'est le onboarding. Systématiquement, et là je vais pas me faire des amis en disant ça, hein, mais systématiquement toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, le onboarding c'est la partie qui est la plus, pardon my French, à chier. C'est-à-dire que tout le monde se plante en onboarding. Il y a pas d'outil parfait encore aujourd'hui. Je veux dire, je pense que pour moi, c'est chaque fois que je regarde des startups qui lancent un truc en onboarding, je suis super intéressé parce que je pense que c'est vraiment la partie qui est la plus délaissée. On a investi de l'argent, on a investi du temps pour recruter une personne et ensuite, quand ça commence, c'est juste et c'est délaissé. Ça paraît tellement évident pourtant. Enfin, tu vois, Non, mais oui, ça paraît évident. Non, mais c'est évident. Et pourtant, à chaque fois, ben, c'est quoi l'onboarding? Ah, ben, on a un Google folder. Et puis, voilà, il faut que tu lises 25 pages de documents. Quel est ton onboarding plan? C'est qu'est-ce que tu as prévu pour la personne que tu as recrutée ou tu viens d'investir énormément de temps et d'argent pour recruter cette personne? Quel est ton onboarding plan? Et après, t'es pas forcément obligé de construire la Chapelle 16, mais un truc simple. Où est-ce que la personne doit être en termes de connaissances culturelles de la boîte et opérationnelles de la boîte à la fin de la première semaine, à la fin du premier mois, à la fin du troisième mois? Aussi simple que ça. Avec data-driven. Vraiment du data-driven. C'est aussi important pour toi en termes d'onboarding pour la boîte, etc. Mais c'est aussi important en termes de, il faut être capable de prendre les bonnes décisions sur la période d'essai. Je veux dire, est-ce qu'on garde la personne ou pas? Pour une startup, il n'y a rien de pire que de recruter une personne qui va avoir un impact négatif sur la boîte. Ça va tuer ta boîte. C'est aussi simple que ça. Donc l'onboarding, autant que le recrutement, sont aussi primordiaux. Ensuite, après ça, une fois que t'as bien construit ton recruitment, ton onboarding, la partie recrutement, il y a aussi, tu pourrais dire, employee branding, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, je veux dire, c'est pas encore là où c'est le plus important. Pour moi, c'est vraiment plus avoir un recruitment process qui est lean and mean. T'as le hiring plan qui est bien et ensuite hiring process qui est vraiment lean and mean. Je veux dire, les startups qui me disent, ah ben on a 6 entretiens, je dis, non. Là, il y a 3 étapes, en gros. C'est un screening call de 30 à 45 minutes. Moi, ce que j'aime, c'est faire un entretien en face à face, mais j'appelle ça une whiteboard session. Je suis pas un énorme fan de tout ce qui est business case, d'envoyer un business case qui prépare et qui vient de présenter, etc. Parce que c'est pas ça la vraie vie de travail, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On n'a jamais 3 jours pour préparer un case, etc. Je préfère vraiment une whiteboard session où on va faire venir la personne et à la limite, là, on résout un cas ensemble. Mais je veux voir comment la personne que potentiellement on va recruter va interagir avec nous. Comment est-ce qu'on fait du brainstorming? Comment est-ce qu'ils réagissent sur non, ton idée elle est pas bonne? Comment est-ce qu'ils prennent le stylo pour me dire non mais si ça peut être comme ça, etc. L'idée c'est vraiment de mise en situation de comment est-ce qu'on va bosser ensemble. Ensuite un dernier entretien plus pour vraiment voilà on va te recruter, c'est ça la vision, ce sera ça l'onboarding, c'est ce que j'appelle du pré-onboarding. Quelles sont selon toi les erreurs fréquentes des founders sur des boîtes early stage, sur ces sujets people justement? Il y a le recrutement. Il y a très souvent d'être wow par un profil qui paraît être fantastique parce qu'ils ont fait des grosses boîtes. Encore une fois, ce que je dis, on travaille sur là on a des discussions sur tout ce qui est people. Hein, donc c'est pas noir ou blanc, mais c'est vraiment sur moi ce que j'ai vu le plus souvent des founders qui me disent ah ben regarde on a une super profile, il vient de Google, il vient d'Apple, il vient de Meta, il a travaillé chez LinkedIn, etc., etc. C'est super. Sauf que ces gens-là, en général, ont aucune
expérience du early stage, du vrai early stage, quand tu es du 0 à 15. Nous, on l'a fait avec Platypus, hein, on a fait cette erreur aussi. On a recruté un gars qui est en l'occurrence un super gars aussi, hein. On a recruté un gars de LinkedIn pour du sales en disant, bah ouais, il va avoir un super réseau, on vendait à des people leaders, etc. Ça va fonctionner. Sauf que le gars qui a fait du sales en LinkedIn, il est habitué à du sales enablement, il est habitué à un super CRM, il est habitué à faire son travail d'une certaine façon, qui est absolument pas la même façon quand tu es 0 à 5 personnes. Quand tu dois faire le 0 à 10, il faut un certain type de personnes, pas forcément qui ont déjà fait du 0 à 10, je préfère, mais pas forcément, mais au moins une certaine mentalité. Et à mon avis, très souvent, le founders, il est wow par des super logos sur un CV, et ça fait mal. Ça fait très mal parce qu'en général, tu les payes cher, ces logos. Donc, il y a le recrutement de la mauvaise personne, il y a les salaires. Je pense que il faut être super honnête. Lorsque tu rejoins une early stage startup du précis de Lucine, il ne faut pas s'attendre à un salaire de série A, série B. Tu vas te prendre une claque au niveau de ton salaire. Par contre, tu as des warrants. Et je pense qu'une des erreurs aussi, les founders, c'est pas de donner des warrants systématiquement à tout le monde. Ma politique, moi, ma philosophie là-dessus, c'est tu rejoins une boîte de 0 à 15 personnes, tu prends des warrants. Tu prends un risque autant que le founder. Autant que le founder, pas forcément, mais tu prends un risque sur ta carrière aussi que la boîte, et ben, dans 18 mois, elle est morte. Ou dans 2 mois, dans 2 ans, elle est morte. Donc, je pense qu'il y a, il y a vraiment des horreurs, des horreurs de politique salariale. Donc, pour toi, la part du gâteau, entre guillemets, donc tout ce qui est stock options, BSPCE en France, tout le monde devrait en avoir pour toi. Pour moi, tout le monde doit en avoir. Il y a une façon très très facile de créer une matrix depending de ton niveau et de la partie de l'entreprise dans laquelle tu travailles, du marketing, du software development, etc. Et avoir un truc très logique, level 1, 2, 3. Quand tu es en early stage, tu fais 3 niveaux, 4 niveaux dans ta boîte et ensuite une partie de share option qui est dépendante de ton niveau. En gros, de quel est l'impact de la personne dans l'entreprise. Mais tout le monde devrait avoir accès, oui, complètement. Ouais, parce que c'est pas le cas. Non, absolument pas. Non, non, mais c'est chez nous non plus. Hein, en Scandinavie, en Angleterre, non, mais j'ai rarement vu. Nous, on le faisait à Platypus, à Unity Technology, dans laquelle j'ai bossé, ils le faisaient aussi. Même Unity, même tu vois, quand je dis même, hein, c'est pas pour dénigrer le poste, mais Office Manager à Unity, quelqu'un qui a pas un impact sur le business ou sur le software qu'on construit, avait accès du warrants. Parce que la logique, c'était que tu travailles, tu fais partie du développement de cette entreprise. Et je veux dire, ça peut être, tu vois, 0,01%. Mais l'idée, c'est vraiment on est tous ensemble. Et c'est comme ça que tu crées un esprit de corps. On est ensemble. Ce que je fais, ça a un impact sur la réussite de cette entreprise. Comme toi, ce que tu fais a un impact sur la réussite de cette entreprise. On va parler de culture maintenant parce que en discutant avec toi, c'est un sujet qui t'intéresse pas mal et c'était intéressant d'échanger avec toi pour préparer cet épisode. Comment on crée une culture forte? Déjà, est-ce qu'on la crée? Est-ce que c'est les founders qui la créent? Alors, c'est vraiment la question. Je veux dire, j'ai construit une boîte là-dessus. Hein. Ma vision, ma philosophie, qui a été partagée avec pas mal de personnes, hein, c'est qu'il y a une grosse différence entre les valeurs de l'entreprise et la culture d'entreprise. Donc, les valeurs de l'entreprise sont des valeurs qui sont décidées, qui sont définies, soit par les founders quand c'est vraiment du early stage, soit par ensuite founders et marketing, soit par une boîte en externe que tu utilises pour faire quelles sont les valeurs qu'on veut avoir pour notre entreprise. L'exemple parfait que je donne pour ça, parce que je suis français et autant j'aime mon pays comme tous les Français, autant on aime bien se foutre de la gueule de notre pays aussi. Tu vois, la France, les valeurs, les corporate values, c'est liberté, égalité, fraternité. Et un peu comme dans une entreprise, tu vois, les valeurs d'entreprise, tu vas les avoir partout. Ils vont les mettre dans la salle de kitchen, sur les murs, exactement, tu vois, et on en parle tout. Exactement, à l'entrée, t'as là, ouais, liberté, égalité, fraternité partout. Nous, on l'a pareil aussi en France, hein, sur tout ce qui est bâtiment public, etc., etc. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que liberté, égalité, fraternité, c'est la culture française? Non. Est-ce que, pour le coup, ça veut dire que les valeurs sont fausses? Absolument pas. Donc, tu peux avoir des corporate values et une culture qui est pas forcément la même chose. Pour moi, si tu me décris la culture française, en faisant à moitié une blague, mais on est plus sur la culture française, c'est boire du vin, rigoler, une cigarette, l'existentialisme, aller faire la grève, etc., etc. La culture française, en fait, c'est les gens. D'accord. Et si tu demandes aux gens qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est liberté, égalité, fraternité? Aujourd'hui en France, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie de tous les jours? C'est probablement, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est au niveau du chômage. J'aimerais bien savoir est-ce que diversité, on avance en France, etc., etc. Ma vision, en gros, c'est que une culture d'entreprise, tu ne la contrôles très peu, tu ne la crées absolument pas. Elle est là parce qu'en fait, c'est la somme des valeurs des gens. Quand je dis les valeurs des gens, en gros, plus de gens tu as dans une entreprise pour qui la diversité c'est important, plus la diversité, ça va devenir la culture de ton entreprise. Chaque personne
pousse pour ce qui est important pour lui ou elle. Donc, que ce soit diversité, on peut aussi parler de rémunération, on peut parler de développement personnel. Il y a plein de choses, il y a plein de drivers dans ta carrière qui vont évoluer. Hein. C'est pas écrit dans la pierre. Tu vas changer. Moi, ce que j'étais en tant que personne il y a 20 ans et ce que je recherchais dans ma carrière il y a 20 ans, c'est absolument pas la même chose aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, flexibilité, pour le coup, tu vois, parce que j'ai 2 enfants, c'est primordial. Et donc, je pousse pour ça. Et donc, j'ai un impact sur la culture de l'entreprise de Dreamcraft, sur la flexibilité au travail. D'accord? Donc ça, c'est ma vision. C'est que ta culture, tu la surfes. C'est un peu une vague, en fait. Tu la surfes. La seule façon dont tu peux contrôler la culture que tu as dans ton entreprise, c'est le recrutement. C'est d'être consciemment recruter des personnes qui vont pousser pour certaines choses dans ton entreprise. D'accord? Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les valeurs sont pas importantes. Je pense qu'il est important d'avoir des valeurs d'entreprise qui définissent on veut fonctionner dans ce cadre-là. Tu vois, pour le coup, nous, à Dreamcraft, on a proper, progressive et down to earth comme valeur d'entreprise. Te dire que notre culture, c'est ça, non, c'est ça plus plein d'autres choses. Donc, pour moi, la culture d'entreprise, c'est les gens et qu'est-ce qui est important pour les gens. Quels sont pour toi les warnings justement d'une culture d'entreprise toxique? Alors, avant que je te dise ça, parce qu'il y en a, hein, c'est sûr, ce qui est toxique pour moi n'est pas forcément toxique pour une autre personne. Je te parle pas forcément en termes de, tu vois, de harcèlement, etc. Non, là, on est vraiment sur des trucs qui sont légalement non acceptables. Mais par exemple, une culture d'entreprise qui est vraiment, tu vois, hardcore, KPI driven, super compétitif, où on te dit non, mais est-ce que tu as fait tes 10 heures aujourd'hui de travail, etc. Moi, personnellement, c'est pas mon truc, mais il y a des gens qui fleurissent. Pour eux, c'est vraiment le rêve de travailler dans une entreprise comme ça. Donc, il faut faire vraiment attention sur est-ce que tout est toxique pour les uns ou pour les autres. C'est pour ça que tu vois ma vision avec la boîte qu'on avait construite, c'est vraiment de dire tu peux pas être un bon ajout culturel dans toutes les entreprises. Je suis pas un fan du terme cultural fit parce que pour moi c'est quasiment à deux doigts de la discrimination. Donc je préfère dire cultural add. Mais toutes les entreprises ne vont pas être adaptées à toi en tant que personne en termes de culture. Première chose. Deuxième chose. Toxicité, quels sont les signes? Déjà, il y a un vrai truc sur regarder tout ce qui est churn. Est-ce que les gens restent dans la boîte? Alors après, il y a différentes phases d'une entreprise. Hein. Moi, je pense que quand les gens disent oh là là, regarde, il est resté moins de 3 ans dans une boîte, je pense qu'aujourd'hui, 18 mois, 24 mois dans une start-up qui est vraiment, tu vois, early stage, qui fait du hyper growth, pour moi, c'est suffisant parce que la boîte que tu as rejoint il y a 18 mois, c'est plus du tout la même. Et il y a même une logique de besoin de l'entreprise en termes de seniorité et d'expertise qui change au cours des 18 mois. T'es peut-être plus la bonne personne et peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Donc il faut regarder le churn plus, tu vois, sur du 0-6 mois. Est-ce qu'il y a plein de gens qui restent moins de 6 mois dans une boîte? Ça, c'est jamais un bon signe. Soit ils sont pas bons sur leur recrutement et c'est pas un bon signe culturel parce que ça veut dire qu'ils se connaissent pas eux-mêmes. Soit les gens se rendent compte, enfin, ce qu'on m'a vendu, c'est pas la réalité des choses et je m'en vais au bout de 6 mois ou de 0 à 6 mois. Donc il y a une première chose. Deuxième chose, si on est vraiment réaliste sur notre culture d'entreprise et honnête sur notre culture d'entreprise, on peut communiquer librement en interne. D'accord? Je pense que ça, c'est encore un must-have. C'est-à-dire que tu sois dans vraiment un truc super, hyper compétitif où c'est vraiment, on est KPI, sales driven, tu vois, c'est vraiment sur le succès à tout prix, on doit être capable de le communiquer et de pas mentir sur la réalité de cette culture d'entreprise. D'accord? Donc, communication en interne. Moi, je suis vraiment pas un fan de tout ce qui est hiérarchique. Donc pour moi, tu vois, un truc qui est vraiment hiérarchique en disant il y a que les partenaires qui peuvent parler à ce meeting-là et les analystes, vous êtes là, vous avez de la chance d'être là, vous écoutez et vous dites rien. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment super toxique. Mais culturellement, il y a des pays où ça se fait encore. Je pense que dès que tu vois un petit peu trop de pouvoir manager les gens, du leadership, du management, en gros, pour moi, il y a une règle très, très simple. C'est ton job, c'est de rendre les autres autour de toi meilleurs. C'est ça le but du leadership et du management. Si tu deviens un petit chef en termes de maintenant, c'est du pouvoir que j'ai sur les gens. En fait, en gros, un manager, c'est quelqu'un qui doit être vraiment détaché du pouvoir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est If you want to be a leader at all costs, you're probably not going to be a good leader. Parce que tu le veux pour les mauvaises raisons. Regarde aussi des bons signes de toxicité, c'est qui est promu dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on promeut et qui est promu. Parce que en gros, la promotion dans une entreprise, c'est bien sûr c'est lié au résultat, et c'est aussi ça doit l'être lié au behavior. Comment est-ce que les personnes se comportent, comment les personnes communiquent, etc., etc. Nico, tu as un parcours hyper international. Tu vis aujourd'hui à Copenhague, au Danemark. Créer une start-up ou une scale-up à l'international, pas mal de sujets culturels. Comment on fait? Les rituels, la communication. Est-ce que tu as des tips là-dessus? Alors nous, on était les deux cofondateurs de Platypus. Moi, je suis français, Dan, il est anglais. Mais on avait vécu tous les deux plus de 8 ans, 10 ans au Danemark. Donc on avait une bonne compréhension des différences culturelles dans le monde du travail entre la Scandinavie et pour moi la France et Dan l'Angleterre.
les tips, ça a été pour nous très vite de recruter autre chose que nous en termes de profil. Recruter, on va appeler ça des locaux, des gens qui nous permettaient de... En plus, je vais dire, tous les deux, on parle pas danois. Pourtant, ça fait 15 ans qu'on est là. Donc, très vite, il a fallu, sur tout ce qui est opérationnel et légal, il a fallu qu'on demande de l'aide parce que tout est international au Danemark. Hein. Mais par contre, tout ce qui est papier légaux, bah ouais, c'est en danois, donc on en a un peu chié, on va pas se mentir. Après, je veux dire, que ce soit tu vois, dans ton pays d'origine ou à l'étranger, je pense que les tips pour monter une boîte, ils sont similaires dans un sens. Après, moi, je sais pas si j'ai le droit de donner des tips. Hein. On a fait 2 ans et demi et on s'est planté. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de succès sur d'autres startups. Et que mon job aujourd'hui, c'est justement de déceler qu'est-ce qui peut être successful. Et moi, sur l'international, est-ce que t'as des recos, des tips sur, je sais pas moi, les rituels, quand tu vois, t'es une boîte et que t'as des personnes dans plein de pays différents ou de nationalités différentes? Nous, à la fin, tu vois, on était 25 et sur les 25, je crois qu'on avait 13 nationalités. C'était top. C'était vraiment, vraiment top. Enfin, pour moi, c'est un plus. Ma logique était simple. On construit un produit qui est B2B2C, mais n'importe quel produit, même si c'est du B2B. En gros, si tu es ambitieux, tu veux que tout le monde puisse utiliser ton produit, quel que soit le produit que tu fonctionnes. Si t'as pas une équipe qui est internationale avec différentes points de vue, vision, compréhension du produit, tu vas construire seulement un produit qui va être capable d'être vendu pour un seul type de personne, les gens qui pensent comme toi en fait. Donc pour moi, le plus tôt possible, diversifie ton profil. Ça peut être de nationalité, ça peut être de gender, ça peut être d'éducation, de culture. Pour moi, il y a vraiment un truc qu'on oublie tout le temps, c'est tout ce qui est background socio-économique. Je pense que ça a un vrai impact sur la façon dont tu penses et sur la façon dont tu te développes en tant que personne, de venir de différents backgrounds socio-économiques. Ça a un impact sur comment tu perçois le monde du travail, etc. C'est super intéressant aussi. On faisait pas de la diversité pour faire de la diversité, on faisait de la diversité parce que c'était le plus intéressant et le plus smart pour notre business en fait. Mais justement, on va parler de diversité et d'inclusion. Oui, diversité. T'aimes bien ce sujet, non? Ça fait très très longtemps que c'est un sujet pour lequel je me bats. J'ai pas envie qu'on fasse Nico et en croisade, etc., etc. Mais c'est des choses qui m'ont paru essentielles. Enfin, depuis que je travaille dans les RH, sur encore une fois sur la représentation, sur si on est les mêmes types de personnes dans un groupe qui doit prendre une décision qui est en rapport avec la stratégie ou les décisions d'entreprise, on n'est pas dans la bonne configuration. On va pas penser en dehors de notre truc. Tu peux nous donner ta définition de diversité, inclusion, enfin diversité, inclusion? Pour moi, diversité, c'est il faut des gens qui soient dans la pièce, qui soient différents en termes de background et qui soient capables de penser différemment. Je veux quelque chose qui soit représentatif. Après, il faut faire attention quand tu dis ça, parce que si tu dis représentatif de la société, au Danemark, j'ai une pièce où tout le monde va être caucasien, parce qu'il y a très très peu de diversité au Danemark comparé à un pays comme la France ou l'Angleterre. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup penser à tout ce qui est diversity of thoughts, like diversity of background. Pour moi, comme je te l'ai dit, bien sûr le genre, mais aussi là, tout ce qui est socio-économique, éducation. Je veux dire, on va tellement te parler de diversité de genre en France ou en Scandinavie. En Scandinavie, on a un peu ce problème. On dit ah bah diversité de, ça y est, on a gagné la diversité parce qu'il y a 5 femmes et 5 hommes dans la pièce. Non, mais vous avez tous fait la même école. Vous venez tous de même partie de Copenhague. Vous venez tous de Frederiksberg. Vous avez tous fait CPH Business School. Pour moi, on est sur de la diversité représentative, mais on n'a absolument pas de diversité de thoughts, de pensée, de prise de décision. On est tous capables de penser de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment, il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait de la diversité de genre dans les pièces, mais creusons un peu plus que ça. Et ta définition de l'inclusion? Tu as aussi l'équité, equity? Enfin, en gros, tu sais, c'est la phrase que j'avais eu en anglais, mais ouais, pouvoir danser à la soirée et tout le monde t'invite à danser à la soirée. Non, mais c'est ça. Moi, enfin, il faut que tout le monde, et je le dis pas pour faire du politically correct, hein, mais moi, c'est des choses qui me touchent, qui me frustrent. Tu vois, là, on a des nouveaux bureaux depuis l'été dernier, je crois. On l'a embauché en septembre. Nos anciens bureaux, Copenhague, c'est une vieille ville. Les bâtiments, les 3 quarts des bâtiments sont vieux. Nos anciens bureaux, c'était pas accessible. Et lorsqu'il faut qu'on recrute, et on a recruté peut-être 4-5 personnes moi, ça me frustre énormément que je suis pas capable, que je sois pas, ou que je n'étais pas capable dans le passé de recruter quelqu'un avec un handicap. Parce que, encore une fois, on parle tellement, tu vois, on se focus tellement sur le genre. Je dis pas que c'est pas important, mais creusons. Je pense qu'on a tous, aujourd'hui, en 2024, des volontés de pousser pour la diversité. Après, on le fait tous parce qu'on a un truc personnel, quelque chose. Moi, j'ai une petite sœur, Morgane, qui est en fauteuil roulant depuis qu'elle a 6 ans. Donc, forcément, c'est des choses qui me touchent plus. Et je pense que voilà, il faut que les gens trouvent en eux, OK,
quelle est la partie qui pour moi est personnelle et importante, et on pousse, et on pousse, et on pousse pour du changement. Donc ouais, les nouveaux bureaux ont un ascenseur. Et puis même sans être, sans avoir un handicap, enfin, il suffit qu'il y en ait un qui soit blessé ou je sais pas quoi, quelqu'un de Ah ben non, mais on a eu un des partenaires qui s'est ouais, non mais c'est ça, on a eu un des partenaires qui s'était défoncé la cheville en faisant un jogging. Alors après, tu vois, après Covid, tu peux toujours. Et encore une fois, c'est important, comme je parlais de flexibilité, mais mais je pense que il y a tellement de choses qu'on pourrait faire en plus. LGBT+, qui a quasiment aucune représentation. Je vais parler en Scandinavie, en France, je connais pas assez, mais dans l'écosystème startup. Pourquoi? Enfin voilà. Donc c'est ouvrir, créer des groupes, des communautés, créer de l'awareness. Moi, j'ai la chance d'avoir un impact énorme avec ça sur les startups dans lesquelles on investit early stage, où on commence ces discussions early stage. On va encore une fois, on va pas se mentir, très très souvent, quand tu es sur du pre-seed et seed, quand tu es sur du software, quand tu es sur du B2B, l'équipe de founders, que ce soit 2, 3, on va être sur du Caucasian male entre 25 et 35 ans. Et à la limite, ok, bon bah voilà, c'est ça. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on construit justement, tu fais sur la première étape. Ok, vous allez lever des fonds, vous allez pouvoir recruter entre 5 et 10 personnes. Comment est-ce construit un hiring plan où on s'assure qu'on va créer de la diversité dès le début? Parce que ce que j'ai vu dans les boîtes qui n'ont pas pris ces discussions dès le début, c'est qu'ensuite tu crées du diversity depth et tu te retrouves avec une boîte de 150, 200 personnes où maintenant, oh là là, c'est vachement important qu'on parle de diversité parce qu'il faut faire du pinkwashing. Et comment est-ce que tu te retrouves? Ah bah ensuite, tu es obligé de créer des quotas, etc. Et les quotas, c'est pas une mauvaise chose en soi, puisque c'est un outil, c'est probablement le seul outil qui a un impact. Moi, les gens me disent, oh Nico, j'aime pas les quotas. Moi, je leur dis, si à un moment t'as plus le choix, on fait des quotas, c'est tout. Mais tu peux t'éviter ce recours à une arme massive si tu y penses et que tu mets les choses en place dès le début. Je me souviens, tu m'avais dit un truc aussi concernant la culture lors de notre, 1er échange, quand on dit: «Ouais, on n'est pas une famille». Non, non, affreux. Affreux, Bah, on est une affreux, famille, affreux. on est une famille. On est une famille. Si tu vois, c'est écrit, on est tous une famille, on est tous. Non, 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 affreux. Ah là là. Mais je crois que je le vois de moins en moins. Je pense que maintenant les gens ont compris que c'était super toxique. On est une famille. On n'est pas une famille. Et tu m'avais dit: «Ouais, vous êtes combien à table à Noël?» Tu m'avais sorti Non, mais ça. c'est affreux. Enfin, je veux dire, on est une famille. Tu te rends compte? Je veux dire, tu peux ne plus parler à ta famille, mais ça ne changera pas le fait que c'est encore ta famille. Donc il y a quelque chose d'éternel et d'irrémédiable. Enfin, c'est juste un nom. Non, non, on est tribu, un groupe de personnes, une communauté qui a une vision commune et on travaille pour réussir notre vision. Enfin, voilà. Mais non, pas une famille. Oh là là, affreux. Bah, Nico, si tu avais un conseil à donner, à des founders ou de start-up ou scale-up, hein, pour offrir une super expérience collaborateur? Avoir un bon onboarding, on y revient, hein, forcément. Je pense que et il y a tellement de petits trucs qui est vraiment du low hanging fruit. Hein. C'est low level of energy, high impact. Donc du bon onboarding. Nous, on avait une communication qui était vraiment, vraiment, vraiment transparente avec les équipes. Au même point que ouais, au même point que mes investisseurs nous disaient, Nico, Dan, vous partagez trop avec les équipes. Et pour nous, il était, je veux dire, tu vois, on en revient, on a une communauté à la même vision, etc. On est sur le même bateau. Pour nous, on partageait tout en termes d'informations financières sur l'entreprise. Voilà où est-ce qu'on est en termes de burn. Voilà le runway qui nous reste, etc. Voilà les inflection points qu'on doit atteindre tous ensemble. Sinon, on va taper le mur. Et il y avait une politique sur certains des investisseurs qui disaient, ah, mais tu vas leur faire peur, tu vas leur faire peur. Mais dans ces cas-là, quoi, je leur mens. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ont rejoint ça, ils rejoignent une vision, une mission. Et quand tu es founder et quand on parle de 0 à 15 personnes, ils te rejoignent toi. Ils bossent pour toi en tant que personne. Donc je pense que l'hyper-transparence, c'est une nécessité. On va en revenir aussi sur donne des warrants. Ça sert à rien d'être picsou et d'essayer de tout garder pour toi. Je veux dire, il y a un vrai message, il y a un vrai engagement, c'est de dire voilà, on fait ça ensemble. Et encore une fois, sur le sujet culture qu'on a eu, essaye pas d'imposer une culture, ça fonctionne pas. Essaye de comprendre qu'est-ce qui lors des meetings avant ou après, qu'est-ce qui est important pour les gens en interne personnellement, quels sont leurs drivers. Est-ce qu'on est sur flexibilité, diversité, rémunération, est-ce qu'on est sur personal development, communication en interne, etc. Est-ce que c'est important pour... Tu vois, j'ai tellement de startups qui disent ah, on est parti 3 jours ensemble, passer du temps ensemble, etc. Tu sais, les off-site. Les off-site, c'est très bien, mais si les gens veulent des off-site, je veux dire, quand nous, on était à Platypus, on a demandé aux gens, on aimerait bien faire off-site. Il y en a qui nous ont dit, bah, moi, personnellement, la thune de l'off-site, je préférerais avoir en tant que bonus. Parce que peut-être que tu as des gens dans ta boîte qui n'ont pas envie de passer 3 jours ensemble sur du temps personnel, etc. Et c'est pas négatif. Tu veux dire, tu peux pas juger les gens en disant, oh là là, ils sont pas engaged. Non, ils sont engaged, ils ont pas envie de passer forcément 3 jours ensemble. Donc, en gros, un des trucs, c'est, critical thinking, pensée critique,
est-ce que j'essaye d'imposer des trucs parce que c'est important pour moi et parce que c'est ce que moi j'ai envie de faire, ou est-ce que je pense sur qu'est-ce qui touche le plus de personnes dans ma boîte? Question plus perso, Nico, c'est quoi tes drivers dans ton job? Moi, j'aime les trucs qui me rendent heureux lorsque je fais du people, que ce soit à Dreamcraft ou sur les portfolios compagnies qu'on a. C'est voir le développement personnel des gens, c'est voir les transformations des gens, que ce soit au niveau opérationnel ou pour les founders ou donc avec le job de Dreamcraft aujourd'hui avec les founders, mais dans mes jobs avant, j'aimais beaucoup lorsqu'on avait des juniors qui rejoignaient et qui développaient, qui devenaient des experts, qui devenaient super bons dans leur job. Ça, pour moi, c'était vraiment c'est ça qui me faire un super recrutement. Tu vois, faire un recrutement où t'es une personne, où t'es là, je pense que c'est vraiment cette personne, etc., etc., et d'avoir raison et de voir que cette personne, sur les 6-12 mois, elle s'épanouit, elle a un super impact dans l'entreprise. T'es là, c'est un peu égocentrique, hein, mais t'es là, ok, ça c'est moi, c'est mon impact, j'ai réussi à faire ça. Avec les founders ici dans Dreamcraft, c'est aussi ça, choisir avec quel founder on va travailler et ensuite, une fois qu'on travaille ensemble, de s'assurer de voir que ouais, la relation, elle marche super bien, quoi. J'aime bien connecter les gens, j'aime bien développer les gens, j'aime bien aussi apprendre aux founders d'être capable de prendre des décisions qui sont difficiles. Tu montes une boîte, t'es un founder d'une startup qui va faire 0, 100, 200 personnes, il va falloir que tu vires des gens. Ça arrivera. Je veux dire, te dire non, ça va pas arriver, c'est se mentir. Mais il y a des façons de faire les choses. Et tu vois, d'apprendre aussi t'es là dans les coins positifs, dès que tu dis avec du people, il y aura du négatif aussi. Et d'apprendre aux gens how to do things. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? On peut te suivre un peu ou pas? C'est pas trop. LinkedIn, je suis sur LinkedIn. Nico, attends, je vais regarder, mais je crois que c'est Nico Blier-Silvestri. Ok, ben je le mettrai dans les liens de l'épisode. Ouais, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, j'y suis. Twitter, parce que j'appelle ça encore Twitter, parce que je suis parti depuis. Je crois que j'ai encore @Nico Blier, mais je suis absolument pas actif dessus, donc ça sert à rien d'y aller. Non, je pense que LinkedIn, je suis assez actif sur LinkedIn. Je suis content de recevoir des demandes de connexion. Merci beaucoup, Nico, pour tout ton partage. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.